Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler de nouveau de l'actu financière de la semaine qui s'est écoulée, donc comme tous les dimanches à partir de maintenant. Alors le programme pour aujourd'hui, on va commencer dans un premier temps par regarder les performances des grandes places financières internationales. Ensuite, on va faire un point sur les earnings de quelques grosses boîtes qui me tiennent à cœur. Donc forcément là, ça a été une grosse semaine pour les earnings. On a eu beaucoup d'entreprises, notamment aux États-Unis, qui ont rapporté leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices nets pour le premier trimestre de l'année 2021. Donc ça a été une des grosses actus de cette semaine. Suite à ça, on fera un petit focus sur les earnings de Tesla, parce que je pense qu'ils sont assez intéressants. Ils parlent de pas mal de choses de la situation des marchés aujourd'hui, donc je trouve que c'est un point intéressant. On va faire donc un petit focus sur Tesla. Ensuite, on parlera d'UBS, on parlera des earnings d'UBS. On fera un focus aussi sur les earnings d'UBS, parce qu'ils ont aussi eu des earnings intéressants, notamment suite au problème avec Archegos dont on avait parlé dans une vidéo précédente. Ensuite, on parlera des résultats du PIB en Europe et dans le monde, et particulièrement aux USA et en Chine. Et on terminera par l'intervention de Biden, qui a fait une grosse intervention auprès du Congrès cette semaine et qui a notamment annoncé un troisième gros plan de relance de 1800 milliards de dollars. Alors, l'actu des marchés dans un premier temps, ça a été une semaine qui a été relativement morose. Il s'est pas passé grand-chose. En fait, on s'attendait à ce qu'il y ait un peu plus de mouvement que ça. Au final, tout est relativement stable, légèrement baissier. Donc, on va commencer par le CAC 40 cette semaine, qui fait moins 0,10% sur la semaine, donc quasiment stable, avec une performance à l'année qui est toujours de 12,93%. Ensuite, on a le DAX, donc la place allemande, qui fait moins 1,05% sur la semaine et qui reste à plus 10,33 sur l'année. Alors, ils font un peu moins bien que le CAC 40, notamment parce que les résultats PIB de l'Allemagne n'ont pas été très bon sur cette semaine-là, quand on a eu les annonces de PIB, et l'Allemagne n'a pas très bien performé, et du coup ça a plombé un petit peu les investissements sur le DAX, mais c'est que du provisoire et ça va repartir normalement incessamment sous peu. Aux États-Unis, le S&P 500 fait moins 0,15 sur la semaine, donc stable, et à l'année toujours plus 11,32. Le Nasdaq fait moins 1,18. Il fait donc une plus grosse perte que le S&P 500. Il fait toujours plus 7,55 à l'année. Là, la mauvaise performance du Nasdaq vient de quelques gros titres, donc Microsoft notamment et Tesla, qui ont un peu plombé les performances du Nasdaq cette semaine, qui ont eu des résultats qui étaient bons tous les deux, mais qui étaient en dessous des attendus. Et donc du coup, ça a été alors Tesla, c'était pas en dessous des attendus, mais c'était pas aussi, il y avait des sources d'inquiétude, on en parlera un petit peu plus loin, autour des revenus de Tesla. Et donc du coup, ça a un peu plombé le Nasdaq cette semaine. Et le Dow, donc les entreprises industrielles américaines, moins 0,31 avec cette semaine, avec plus 10,68 à l'année. Donc là, relativement stable aussi. Le Dow, il a été un peu plombé par les résultats de Boeing, qui continue à annoncer des pertes pas très glorieuses sur son premier trimestre 2021. Alors, cette semaine, donc, c'était les earnings, donc c'était la semaine où les grosses boîtes de la tech annonçaient toutes, à la une à la suite des autres, leurs très bons résultats pour la plupart. Donc, on a une grosse semaine sur les revenus et sur les bénéfices des boîtes, là où tous les jours, il y avait une grosse boîte qui annonçait des chiffres records, donc on va revenir vite là-dessus. Donc, Tesla a annoncé des revenus à 10,39 milliards de dollars, en hausse de 74%, donc on parle sur le trimestre, donc 10 milliards un peu plus de 10 milliards sur le trimestre, en hausse de 74% par rapport au premier trimestre de l'année 2020. Donc des excellents résultats. En plus, ils ont un bénéfice qui est très bon à 418 millions de dollars aussi. Les perspectives sont très bonnes pour Tesla. Malgré ça, l'action a pris un coup cette semaine. Elle a baissé suite à l'annonce. On va revenir dessus après pourquoi. Mais donc voilà, une très bonne performance, mais qui s'est pas ressentie sur le prix de l'action. Alphabet, donc l'entreprise parente de Google, a annoncé pareil des chiffres records, 55,3 milliards de revenus, à plus 34% de progression, donc incroyable. Microsoft à 41,7 milliards de revenus. Ça n'a pas été suffisant pour les investisseurs. L'annonce a perdu 2,5% suite à l'annonce. Les investisseurs s'attendaient à mieux. Ça reste des très bons chiffres pour Microsoft, avec notamment des ventes vraiment au record de PC.
des bons chiffres, mais pareil, qui ne sont pas ressentis sur le cours de l'action. Facebook a par contre annoncé 26,17 milliards de revenus, à plus 48%. Donc là, pareil, des chiffres records, surtout que Facebook a annoncé déjà des très bons chiffres l'année dernière. Là, ça s'est bien ressenti sur le prix de l'action. Le prix de l'action a monté. Par contre, Facebook annonce quand même une période compliquée devant, puisqu'ils annoncent que ça va être compliqué de maintenir ces revenus-là, notamment du fait qu'Apple a annoncé durcir ses lois en interne, enfin ses réglementations en interne sur l'utilisation des données personnelles, et donc du coup ça risque de compliquer l'activité pub de Facebook, qui est sa principale source de revenus aujourd'hui. Donc voilà, Apple a du coup fait aussi ses annonces cette semaine, plus 54% de revenus avec 90 milliards de dollars, donc là pareil, des chiffres stratosphériques, 90 milliards de dollars à plus 54% sur le premier trimestre, enfin, c'est incroyable. Donc des très bons chiffres pour Apple, et enfin Amazon avec pareil des chiffres stratosphériques, 108 milliards de chiffre d'affaires sur le premier trimestre uniquement, avec plus 44% de progression par rapport à l'année dernière. Et eux, par contre, au contraire de Facebook, ils pensent que ça va continuer de monter et que ça va continuer de se stabiliser sur ces niveaux-là. Ils pensent que les gens qui sont aujourd'hui passés sur le commerce en ligne ne vont pas revenir sur le commerce traditionnel, ou du moins pas totalement revenir sur le commerce traditionnel. Et en plus de ça, il n'y a pas que le commerce en ligne qui a cartonné, Les Amazon Web Services, donc leur service cloud et services aux entreprises a explosé aussi sur la période, donc des excellents chiffres pour Amazon. Et donc du coup on va faire un petit focus sur Tesla, parce que je pense que Tesla c'était assez intéressant. Alors Tesla c'est une boîte que j'aime beaucoup, j'en parle souvent et c'est souvent que vous allez m'en entendre parler sur la chaîne, mais du coup je pense que là pour le coup les earnings de Tesla ça a été quelque chose d'assez intéressant de voir ce qui s'est passé. Donc Tesla a annoncé qu'ils avaient doublé le nombre de véhicules qu'ils ont livrés sur le premier trimestre. Donc c'est incroyable, genre ils doublent d'année sur année le nombre de véhicules qu'ils livrent, ce qui est une performance qui est vraiment qui commence vraiment à être difficile à tenir sur la durée, mais bon, à chaque fois ils réussissent à exploser toutes les expectations. Par contre, ils ont une faiblesse, donc même s'ils ont doublé le nombre de véhicules livrés sur le trimestre, sur la même période, on voit que les service centers, donc les centres pour réparer les voitures et pour accompagner les clients, ont eux augmenté que de 28% sur la même période. Et donc du coup en fait on se rend compte que il y a un problème, il y a quand même un problème chez Tesla, et c'est une des raisons pour lesquelles les investisseurs ont pas forcément fait monter le prix de l'action derrière. C'est qu'ils ont du mal quand même à assurer le service client, et il y a de plus en plus de plaintes et de recours de la part de clients qui sont pas assez suivis par Tesla en service après-vente. Et donc du coup ils en parlaient dans leur rapport sur leurs earnings, et donc du coup c'est un des points de faiblesse qu'ils identifient sur leur business model aujourd'hui. Donc ils ont fait 418 millions de bénéfices, bien plus haut qu'attendu, et dont sur ces 418 millions, 110 millions grâce à la vente de Bitcoin. Donc pour ceux qui savent pas, Tesla avait acheté du Bitcoin, avait acheté 1,5 milliard de Bitcoin en début d'année, en disant nous on pense que le Bitcoin c'est une technologie d'avenir, et puis que c'est une monnaie qui est aussi, c'est une forme de liquidité, c'est une forme d'argent qui est aussi viable que l'argent traditionnel. Et donc du coup ils ont préféré stocker une partie de leur liquidité dans le Bitcoin. Et donc là ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vendu une partie de ces Bitcoins là pour libérer de la liquidité parce qu'ils en avaient besoin. Donc ça a été une source d'inquiétude pour les investisseurs qui disent oui, mais si Tesla commence à reposer une partie de ses bénéfices sur le fait de vendre des bitcoins, c'est pas forcément une boîte qui est intéressante pour nous, et donc c'est en partie pour ça que le prix de l'action a baissé. En fait, ce que dit Elon Musk et ce que disent les exécutifs chez Tesla, c'est qu'en fait, ils ont vendu ces 110 millions pour prouver que l'argent était bel et bien liquide et qu'ils pouvaient bien l'utiliser, que donc du coup le Bitcoin restait une forme d'argent liquide et que du coup ils pouvaient l'utiliser. Et ils ont annoncé dans le même temps que les 1,5 milliard investis aujourd'hui valaient 2,5 milliards. Et donc du coup, que en plus d'avoir un argent qui reste liquide, cet argent-là a fructifié grâce à l'évolution du cours du Bitcoin. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça n'a pas rassuré les marchés pour autant. Le prix de l'action a vraiment été plutôt baissier cette semaine. Malgré tout, ça reste une réflexion qui est assez intéressante et qui va peut-être renforcer la certitude d'autres entreprises que ça vaut le coup d'acheter du Bitcoin. Et donc du coup, ça revient à ce qu'on s'était dit dans d'autres vidéos, que le Bitcoin reste un investissement qui est intéressant. Ils ont annoncé aussi quelque chose qui pour moi est super intéressant et qui, à mon avis, montre à quel point Tesla est en avance sur la concurrence, dans la compréhension de ce à quoi va ressembler le marché automobile de demain. En ce moment, tu as sûrement entendu parler en long, large et en travers, il y a une pénurie de semi-conducteurs dans le monde entier. Donc les semi-conducteurs, c'est les petites puces qui sont utilisées pour l'informatique et donc dont tu as besoin pour à peu près tout. Et il y a une pénurie mondiale, c'est une pénurie mondiale, il y en a toujours qui sont produites, mais il n'y en a pas assez qui sont produites pour la demande. Et ça pénalise notamment très fortement
justement l'industrie automobile dans le monde entier. Toute l'industrie automobile dans le monde entier est pénalisée. Si tu regardes les actus, tu as Ford qui a dû ralentir sa production, General Motors aussi, les producteurs français, les constructeurs français sont dans la même situation, les constructeurs allemands sont dans la même situation, tout le monde est pénalisé par cette pénurie de microprocesseurs. Et ce que dit Tesla et ce qui est très intéressant, c'est que eux ils n'ont pas été pénalisés par ça, parce que du coup ils ont quand même réussi à augmenter leur production, là où les autres sont en train de réduire leur production. Tesla a réussi à augmenter sa production malgré la pénurie internationale de semi-conducteurs, et malgré le fait que dans leur voiture il y ait plus de semi-conducteurs que dans les voitures des concurrents. Et en fait, ils expliquent qu'ils ont réussi à le faire en passant sur un nouveau type de semi-conducteur, ils se sont adaptés très rapidement, et ils ont réussi à faire ça notamment parce que ils ont réussi à développer les suites logicielles adaptées à ces nouveaux semi-conducteurs beaucoup plus rapidement que n'ont réussi à le faire la concurrence. Et donc du coup, ça c'est quelque chose de très intéressant parce que depuis toujours, Elon Musk dit qu'une des forces de Tesla, c'est la partie software, la partie logicielle de Tesla, et que en fait, pour une entreprise automobile dans le 21e siècle, la partie logicielle est une partie qui est pas négligeable, et que du coup, avoir toute une partie software dans ces entreprises-là, c'est quelque chose de vital pour la production des voitures. Et en fait, là, il vient de le prouver avec ce trimestre-là. Donc ça, c'est quelque chose de très très intéressant. C'est d'autant plus intéressant que dans le même temps, à peu près le même jour, je crois, le même jour que Tesla a annoncé ça, Peugeot a annoncé de son côté que ils étaient obligés de ralentir la production à cause de la crise des semi-conducteurs. Et encore plus fort que ça, ils étaient obligés de revenir sur les cadrans à aiguilles pour la 308. Donc ils font une série spéciale 308. Donc ils ont essayé de mettre ça en mode c'est la nostalgie. Vous vous souvenez quand votre voiture elle avait des petites aiguilles qui vous montraient la vitesse, tout ça, c'est trop cool, hein, vous êtes content. Et en fait, la réalité c'est qu'ils sont tellement en crise de semi-conducteurs qu'ils peuvent plus produire les compteurs digitaux, et donc du coup ils sont obligés de revenir sur des compteurs analogiques, donc avec des aiguilles. Et donc du coup on voit bien la différence entre une entreprise automobile du futur et une entreprise automobile du passé, qui est que voilà, Tesla ne subit pas la crise des semi-conducteurs, là où Peugeot la prend de plein fouet, et donc du coup on voit la différence entre ces deux boîtes-là, et je pense que ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors pareil, donc sur les earnings cette semaine, on a aussi eu UBS qui a rapporté, donc UBS qui est une banque suisse, qui a rapporté ses earnings, et qui notamment a rapporté avoir perdu 774 millions dans la crise Archegos, qui donc s'est produit déjà il y a un peu plus d'un mois maintenant. Donc pour ceux qui se souviennent pas, Archegos, donc on avait fait une vidéo dessus. Archegos, c'était un fonds d'investissement familial aux États-Unis, qui s'était surendetté, qui avait fait trop d'effets de levier auprès de toutes les banques en mettant toujours le même collatéral dans toutes les banques. Et du coup, quand ils sont crashés, toutes les banques qui leur avaient prêté de l'argent n'ont pas pu récupérer leur argent. Et donc du coup, un certain nombre de banques ont pris des pertes. Et donc du coup, là, on a découvert cette semaine que UBS avait pris une perte qui est quand même relativement importante, 774 millions de dollars. Alors ça n'empêche pas qu'ils ont fait des bénéfices quand même. Leurs bénéfices sont quand même en hausse de 14% sur le trimestre. Malgré tout, le prix de l'action a quand même perdu 3%. Suite à cette annonce-là, parce que du coup, ce que les investisseurs leur reprochent, c'est d'avoir caché pendant un mois le fait qu'ils avaient pris un coup aussi dur, parce que une banque qui perd 774 millions, c'est quand même pas rien. Et donc du coup, la confiance des investisseurs, s'en est ressentie, et du coup, il y a pas mal d'investisseurs, enfin pas mal. Il y a un certain nombre d'investisseurs qui ont vendu, et du coup, on a le prix de l'action de UBS qui a baissé de 3%. On rappelle malgré tout que UBS n'est de loin pas le plus grand perdant de l'histoire d'Archegos, puisque le plus grand perdant, ça reste le Crédit Suisse, qui a perdu 4,8 milliards de dollars sur la crise d'Archegos, et donc qui a encaissé de loin la plus grosse perte, bien devant les autres. 4,8 milliards de dollars, ça commence à faire une sacrée perte. Ensuite, dans les actus cette semaine, on a aussi eu les chiffres du PIB un peu partout dans le monde. On a eu notamment les chiffres du PIB en Europe. Alors le PIB en Europe recule de 0,6% pour le deuxième trimestre consécutif, ce qui veut dire que l'Europe est effectivement en récession une nouvelle fois. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ceux qui ont tiré l'Europe vers le bas, c'est l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, qui sont les trois plus gros perdants en PIB sur ce trimestre-là. La France, miraculeusement, fait une progression de PIB, a de la croissance, à plus 0,4%. C'est principalement parce qu'on a une politique de soutien de l'économie qui est bien plus agressive que nos concurrents. L'Italie et l'Espagne, aujourd'hui, ils peuvent plus s'endetter comme nous, on est en train de s'endetter pour financer un système d'aide dont ils auraient besoin, mais qu'ils peuvent pas faire.
Donc voilà, donc l'Europe est en récession, donc avec un PIB qui continue à baisser. Donc même si les prédictions pour l'année 2021 restent positives, on est quand même dans une période qui est quand même pas très joyeuse d'un point de vue croissance. Et ce qu'on voit, c'est que de l'autre côté, les États-Unis, eux, ont annoncé leur PIB qui progresse de 6,4% sur le premier trimestre de l'année. Donc nous, on est à moins 0,6, les États-Unis sont à plus 6,4. Donc certes, les États-Unis sont subventionnés beaucoup plus massivement que nous. Le plan de relance en Europe, c'est 400 milliards. Les plans de relance aux États-Unis, c'est 6 000 milliards, donc forcément, voilà, ça joue. Malgré tout, ce qu'on voit, c'est que la consommation aux États-Unis repart, et que c'est quand même ça qui pousse aujourd'hui le PIB aux États-Unis, là où la consommation a du mal à repartir en Europe, parce qu'on est en retard sur la vaccination et qu'on a du mal à débloquer l'économie, là où les États-Unis, eux, sont en train de repartir beaucoup plus fort, parce qu'ils sont plus avancés que nous sur la vaccination, et que du coup, ils débloquent leur économie plus vite que nous. Et enfin, la dernière actu, c'est donc l'intervention de Biden devant le Congrès, avec l'annonce de son nouveau plan de relance de 1800 milliards de dollars, donc de nouveau des sommes très très importantes, qui donc doit aller, c'est ce qu'il appelle le plan pour les familles, qui vient donc se rajouter aux deux plans précédents de relance, de 1900 milliards et de 2300 milliards. Donc on arrive à un total de 6000 milliards de dollars investis dans les plans de relance aux États-Unis, ce que je disais un petit peu plus tôt. Ça fait beaucoup d'argent. Ce plan-là, en revanche, a la particularité de ne pas être financé via, en théorie, l'impression de monnaie. C'est ce que nous dit Biden, du moins. Ils vont pas imprimer plus de monnaie pour pouvoir financer ce plan-là. Non, ils vont le financer grâce aux impôts. Il a donc notamment confirmé l'augmentation de la taxe sur les plus-values, donc celle dont on avait parlé la semaine dernière, donc qui devrait passer dans la proposition du moins qui va être soumise dans un premier temps de 20% à 39,6%, donc elle va doubler, donc la taxe sur les plus-values va doubler aux États-Unis et va devenir plus importante qu'en France par exemple. Il y a peu de chances qu'elle passe à 39,6 parce que même du côté des démocrates, on n'est pas fan de l'idée de monter, d'être aussi punitif sur les plus-values, en ayant cette réflexion-là, qui est une réflexion fondamentalement assez normale. Que si les gens investissent leur argent en prenant un risque et qu'ils l'investissent dans l'économie américaine, c'est quand même triste que cet argent-là soit plus taxé que l'argent que le reste de l'argent. Bon. Donc il confirme ça, il confirme aussi que cette taxe-là ne sera mise en place que pour les 0,3% de plus riches du pays en théorie, même si ça c'est pareil, ça reste à voir parce qu'il va sûrement y avoir des cas spécifiques qui vont peut-être toucher les classes un petit peu plus moyennes aux États-Unis. La classe moyenne aux États-Unis c'est jusqu'à 400 000 $, donc c'est pas les mêmes ordres de grandeur que nous, mais c'est comme ça que c'est vu aux États-Unis. Donc on sait pas exactement. Il confirme aussi du coup l'augmentation de la taxe sur les sociétés, il confirme tout un tas d'impositions, tout un tas d'impôts, des impôts aussi par exemple sur l'immobilier locatif. Il a proposé une taxe sur le gros immobilier locatif, donc pas les gens qui ont eu 1 ou 2 logements en location, mais les gens qui vont avoir des complexes entiers, par exemple un complexe de condo avec 5, 6, 7, 8 logements ensemble, à ce moment-là, ça va être taxé plus fortement aussi. Donc il y a tout un tas de taxes qui sont annoncées. Ces taxes-là sont pas encore votées, mais ça risque d'influencer les marchés quand même quand les discussions vont commencer à arriver pour de vrai au Congrès, parce que du coup, c'est très probable qu'il y ait un certain nombre de personnes qui décident de sortir leur argent du marché en se disant je vais profiter de la taxe actuelle pour payer moins, et puis du coup après, ce qui risque de se passer aussi, c'est qu'on va avoir des gens qui vont laisser leur argent plus longtemps dans le marché en attendant que la loi évolue de nouveau, plus vers le bas sur la prochaine administration. Donc ça va influencer le marché sur l'année, cette discussion sur les impôts de Biden, ça va influencer le marché sur l'année, sur toute l'année et probablement l'année prochaine, donc ça va être quelque chose d'assez intéressant à suivre, et du coup on va sûrement en reparler à d'autres reprises. Il a sur la même annonce aussi annoncé qu'il allait augmenter le budget du fisc américain, l'IRS, de 80 milliards de dollars pour s'assurer qu'ils aient les armes nécessaires pour aller chercher les fraudeurs fiscaux. Et donc du coup, voilà. Et voilà, c'est tout pour l'actu de la semaine. J'espère que la vidéo t'a plu. Si t'as appris quelque chose, pense à laisser un like. Et puis sinon, merci d'avoir regardé. On se retrouve à la prochaine. Ciao.